Bonjour Mehdi. Bonjour Fabrice, Écoute, bienvenue pour cette clinique cet après-midi. merci. Je suis content de te revoir. Tu peux me rappeler en un mot dans quel cours déjà on s'était vu? Je crois que j'ai été eu en cours, hein. Oui, 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 effectivement, C'était tu dans es quelle matière? Est-ce que tu Fabrice t'en souviens, toi? d'entrepreneuriat, Entrepreneuriat, ok. Comme j'enseigne les aspects leadership et les aspects entrepreneuriat, c'est toujours en intéressant. entrepreneurship, Bon, c'est super. Donc, content de te revoir. absolument, non, Donc, pour ceux qui me c'était regardent, bien ça veut dire que ces discussions, en fait, c'est des discussions qui ne sont pas obligatoirement pour, entre guillemets, des débutants, puisque tu es un pro et tu as déjà monté une boîte et tu vas nous en dire quelques mots dans quelques secondes. Et on a déjà fait des cours et tu as fait tout un programme de formation dans une grande école. Donc, on va probablement faire appel à des concepts qui, des fois, peuvent. Voilà, mais c'est comme ça, c'est une discussion sur le terrain. Donc, c'est comme ça. Voilà, donc je te remercie. Je vais te laisser donc démarrer de manière simple comme d'habitude. En quelques mots, je te laisse te présenter. En quelques mots, je te laisse présenter ton entreprise, mais enfin, assez qu'on comprenne ce qu'elle fait. Et puis, je te laisse ouvrir la discussion un peu en me posant une ou deux questions qui te préoccupent. Et puis, on va démarrer la discussion sur cette base-là. absolument, absolument. Donc, écoute, merci beaucoup de me recevoir Fabrice, et ça me fait plaisir aussi de te revoir après tant d'années passées, depuis quelques années maintenant, c'était pas effectivement vu depuis les secs. Donc, je m'appelle Mehdi Lazari, je suis un ancien SMIP de la promo 2010-2011. J'ai à la base un background d'ingénieur et j'ai travaillé en France, donc à Paris. J'ai commencé ma carrière pendant quelques années dans le management consulting. J'ai bossé pour deux boîtes. Ensuite, après 5 ans dans le conseil, j'ai décidé de venir à Londres et de faire mon MBA ici. Et à la fin donc, du coup, du MBA, j'ai décidé de lancer ma boîte qui s'appelle HyperCrunch. On est une digital marketing platform et on aide en fait les PME, petites et moyennes entreprises, en dessous généralement 200 employés, à créer une digital presence qui fait sens pour eux, pour pouvoir effectivement être compétitifs, être visibles de la part de leurs clients, de leurs prospects, et pouvoir avoir une vitrine en ligne qui soit vraiment top. Donc, fast forward, si on fait en accéléré depuis le moment où j'ai créé Hypercurrent jusqu'à maintenant, là, effectivement, on est une petite équipe, on est en dessous de 10, donc à taille humaine. On a servi des clients dans plus de 6 pays différents, dans plus de 20 industries différentes, donc un peu de tech, que ce soit les tech startups, etc. Donc, on a un parcours relativement varié et Alors, je relativement, t'interromps, Mehdi, parce voilà. on peut avoir Donc, des. On est en 2020, on est hyper moderne, donc on fait bien sûr tout par vidéoconférence et tu as été interrompu pendant 30 secondes. Donc, dans 6 pays différents et puis tu as été interrompu. Si tu veux juste redire la phrase pour qu'on on ait tous les. bien sûr, bien sûr. Alors, donc, du coup, je disais donc à Londres, donc pour faire mon MBA. Suite à l'MBA, j'ai créé HyperCrunch, qui est une digital marketing platform qui permet en fait d'aider les PME, donc les petites et moyennes entreprises, à avoir une digital presence qui fasse sens, qui soit géniale. Donc, on les aide notamment en créant du contenu sur les réseaux sociaux, en répondant à leurs analyses, etc., etc. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc j'ai créé la boîte depuis maintenant quasiment 2 en dessous de 10. On a servi des clients dans 20 industries différentes, dans 6 pays différents. Donc, on a pu avoir une belle croissance. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que fait Hypercrunch. Bien évidemment, je suis basé à Londres en ce moment. Et donc, voilà. Ça, c'est Hypercrunch. Par rapport aujourd'hui, effectivement, pour lier ça à la conversation qu'on est en train d'avoir, Fabrice, et aux problématiques qu'on a, effectivement, quand on commence à servir des clients dans plusieurs pays différents, la problématique de scaling, qui se pose bien évidemment à tout entrepreneur, qu'elle soit le scaling d'un produit, d'un service ou le scaling à une échelle géographique, commence effectivement à être beaucoup plus présente. Et donc, aujourd'hui, moi, mon challenge en tant qu'entrepreneur, et un de mes challenges, ce n'est pas le seul, autrement, ça serait trop facile, mais un de mes challenges en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir effectivement m'assurer que je vais garder la même value proposition, quels que soient les pays dans lesquels je m'implante, pardon. Donc aujourd'hui, effectivement, on est en train de voir ce qui est possible sur le marché Americas, donc le marché Amérique au pluriel, Canada, États-Unis et le reste de l'Amérique centrale. On est en train de voir ce qu'on peut faire au Middle East.
Et aujourd'hui, là, une des problématiques, c'est effectivement de garder cette cohérence-là à l'échelle de l'entreprise et de pouvoir effectivement que le client soit à Paris, Londres ou à Dubaï, lui apporter la même value proposition avec toujours la même qualité de service. Donc ça, c'est une des problématiques aujourd'hui sur laquelle je travaille. La deuxième problématique sur laquelle je travaille, c'est effectivement la problématique du scaling, mais là plutôt d'un point de vue produit. Aujourd'hui, quand on a commencé Hypercrunch, on est vraiment très axé service. Et on a souhaité aussi, et on souhaite aussi, travailler sur une plateforme digitale qui nous permette de construire un certain nombre d'éléments, d'avoir des data points pour nos clients, que ce soit des online reviews, que ce soit qui puissent par exemple répondre à partir d'une seule et même interface aux reviews de leurs clients, que ce soit via TripAdvisor, via Google Reviews, via Yelp, etc. Et pouvoir avoir une intégration à l'échelle d'un dashboard, une intégration technique de ces éléments-là pour qu'ils puissent gérer leur visibilité au sens global du terme à partir d'une seule plateforme. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels on travaille aussi en ce moment. Et c'est un sujet qui va pouvoir je pense, nous apporter beaucoup plus de rapidité, aussi beaucoup plus de flexibilité sur la partie scaling et pouvoir apporter le service en top de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Ok. Hmm. Donc, bon, d'abord, bravo. Hein. Euh, tu as fait les choses de la bonne manière. Hein. Donc, on avait discuté ça beaucoup en cours. Euh, tu, 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 tu as fait. C'est de l'entrepreneuriat, c'est souvent de faire. Quoi. C'est pas, tu peux avoir autant d'idées que tu veux. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées et qui pourraient raconter ton business avec plein de mots compliqués dans leur bouche, mais qui sont incapables de faire, c'est-à-dire de faire produire faire sortir un produit et puis de trouver un client qui faire un closing avec un client et puis faire s'arranger pour que l'argent rentre et que le client soit content. Et ça, c'est pas obligatoirement la même compétence. Et souvent, en business school, les gens sont plus forts à raconter pourquoi ceci est une idée géniale et moins forts à faire cette boucle correctement. Donc, je te félicite. C'est vraiment, je suis impressionné quand je vois certains de mes élèves qui y arrivent bien. Donc, alors maintenant, ce que je vois apparaître, et c'est intéressant parce que la manière dont ma pédagogie ou la recherche a évolué ces 5, 10, 15 dernières années est intéressante parce que moi, j'ai envie de formuler ton problème d'une manière que j'appellerais moderne. C'est-à-dire que tu es un bon entrepreneur, tu sais vendre, tu sais t'arranger pour que les gens bossent et que ça se passe à peu près bien des deux côtés. Hein. Donc, définition d'entrepreneuriat, c'est de faire un fit entre un produit et un marché. Donc, manifestement, tu maîtrises correctement la capacité à faire cette circulation entre un produit, un produit, un marché, et faire que la boucle se fasse. Tu l'as fait à une première échelle, enfin même à deux échelles, parce que tu l'as fait une première échelle de l'avoir fait une fois, toi peut-être avec un cofondateur, je sais pas comment ça a démarré au début. Tu étais seul, comment ça, Non, ça... non, je suis seul. Non, je Pardon? suis seul. Alors, je fais partie de cette école-là qui consiste à dire que c'est pas, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais alors, du coup, pour ajouter un autre niveau de complexité, donc je suis solo founder et je n'ai pas levé de fonds. Mmh. Non, mais ça, pas levé de fonds, c'est Vraiment bravo pris et c'est une bonne chose pour toi. le chemin le plus. Ouais. Par contre, seul founder, il n'y a pas là qu'on discute de ça, au sens que, bon, là, par contre, dans les 10, il y en a certains qui sont des employés ou c'est plus des freelances tous? Alors, en fait, on a un mix de part-time et full-time. D'accord, ok. Bon, donc on va pas rentrer dans cet élément-là, mais par contre, ça va être une question intéressante. Donc la question, quelle va être la question que moi je trouve intéressante pour toi à réfléchir, c'est de te dire que tu as fait très très bien le boulot, je dirais, à deux niveaux. Tu as franchi deux étapes qui sont les mêmes, entre guillemets, et tu vas voir que justement, en permanence, tu vas devoir refranchir ces étapes. La première étape, c'est de démarrer et toi tout seul, de réussir à faire quelques contrats. Je sais pas comment tu les as fait à l'origine, ça importe peu à cette étape-là. Et puis après, de passer à l'étape d'après qui consiste à dire, ben ça, quand j'ai réussi à le faire bien, ben tiens, je fais venir un peu plus de monde et je continue à vendre un peu plus. Et maintenant, j'ai une vraie organisation. Donc, on est en équivalent temps plein, une dizaine de personnes. Donc, tu l'as fait deux fois. Moi, mon message pour toi important à comprendre, c'est que si ta boîte doit grandir et devenir une grande belle boîte, c'est pas une obligation, hein, ni morale, ni truc, mais après, c'est toi, ton désir, ton destin. Si ta boîte devrait grandir et tout, il va falloir que tu recommences un peu, c'est comme une table
C'est comme une table de casino. Tu vas devoir recommencer ça plusieurs fois. Et c'est là où ton travail est difficile parce qu'à chaque étape, euh, ton cerveau peut s'en mêler les pinceaux dans ce que on est plusieurs pédagogues et chercheurs en entrepreneuriat à appeler les problèmes de modèle de management. Et ça, à l'époque, on ne travaillait pas sur la notion de modèle de management. Il y a quelques années, c'est assez récent que moi-même je le formule comme ça et que certains collègues le formulent comme ça. Ce que donc que je vais appeler modèle de management, c'est le fait de dire, par exemple, wow, j'ai une formule qui marche, il faut l'appliquer, je prends la feuille Excel, je fais les calculs dans tous les sens, j'optimise. Et ça, c'est un modèle de management, c'est un modèle qui est très connu, qui est le modèle canonique en business school. C'est le modèle que l'on peut appeler taylorien. Hein. C'est vraiment, c'est basé sur l'optimisation, la scalabilité, où en fait, je suis très bon à reproduire une formule dont je ne me pose pas de question de savoir si elle marche. Elle marche. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que je sais la reproduire? Est-ce que je sais à faire un truc qui était à 10, est-ce que je peux le faire à 100, mais en me posant pas de question de savoir si dans le fond, en fait, ça marchait à 10, mais peut-être que ça marche pas à 100. Je me pose pas cette question. Je déploie. Je fais de la scalabilité classique que je vais appeler taylorienne. Bon. Toi, tu as besoin de faire ça, parce que dans la mesure où tu trouves une formule qui fonctionne, évidemment qu'il faut que tu essaies de l'exploiter. Donc, on va associer avec ce modèle taylorien une notion d'exploitation, au sens que tu as une formule et maintenant tu la fais fonctionner, quoi. Tu la fais cracher. Toujours mieux, en traitant toujours mieux tes collaborateurs et tes équipes, en traitant toujours mieux tes clients, en essayant d'extraire toujours plus de marge, blabla. OK, mais c'est la même formule. Bon. Un autre modèle de management qui est plus compliqué et pas intuitif pour des gens qui ont fait des écoles de commerce, c'est un que j'avais lu, probablement qu'on avait dû en parler à l'époque, parce que je crois que c'était quand même quelques années, mais je ne me souviens plus. En quelle année tu étais en cours avec moi? 2011, 2000. Alors, je ne sais plus si on avait fait ce qu'on appelle de l'effectuation. Ça te dit quelque chose? La spéculation dans Et effectuation, c'est le mot, c'est effectuation. Pardon, et je pense qu'en 2011, on n'en faisait pas. L'effectuation. Ouais. Non, ça ne me dit rien. Non, ça me dit rien. Okay. Donc, des fois, je reprendrai tes questions parce qu'en fait, des fois, tu es perdu, comme l'enregistrement est de mon côté. L'essentiel, c'est qu'au moins de ce côté-là, on l'ait bien entendu. Et puis, bon, c'est important que tu m'aies entendu, bien sûr. Mais bon, donc, alors, revenons. Donc, ce qu'on appelle effectuation, et je te recommande, pour te mettre à jour, par exemple, de regarder la conférence d'une heure qui est sur mon site, sur le lean management, où vraiment, il y a une présentation de l'effectuation. Il y a des bons bouquins en langue française sur l'effectuation. Bon, en gros, l'effectuation, c'est un mot qu'on met suite à une étude scientifique sur la manière dont fonctionnent les vrais entrepreneurs. Et ce que montre cette étude scientifique, c'est que les vrais entrepreneurs ne fonctionnent pas justement de manière taylorienne, prédictive, où en fait j'ai une formule, je la déploie. Ils ont plein d'autres réflexes qui vont leur permettre de laisser émerger les choses. Donc l'effectuation, c'est vraiment un modèle mental différent, une manière de voir le monde assez différente. Et de plus en plus, moi j'enseigne l'entrepreneuriat, c'est vraiment de bien former mes élèves, à leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'effectuation, à bien leur montrer le contraste avec un système plus taylorien, qu'ils connaissent bien, parce que c'est le modèle classique du management, c'est implicitement ce qu'on fait dans le gros de la formation en école de commerce, en MBA, que ce soit à l'ESSEC ou ailleurs, si tu as pu en fréquenter d'autres, c'est plutôt comme ça, c'est plutôt taylorien. Et de se dire, en fait, ces deux modèles, ils se contredisent. En fait, c'est pas évident de faire l'un et l'autre en même temps. Toi, tu as été bon à faire les deux sans bien avoir cet outil mental qui permet de dire, en fait, je fais les deux. Mais attention, parce qu'à tout moment de ta carrière d'entrepreneur, tu peux faire l'erreur de mélanger les pinceaux entre ces deux rapports, dans ces deux manières d'aborder le monde. Pour l'instant, tu n'as pas fait l'erreur les deux premières fois, c'est-à-dire que tu as été correctement effectual, on dit effectual, et tu t'es arrangé pour avoir des contrats et des clients, fin d'histoire. Tout le reste, c'est du flanc. Ça, je suis en effectuation. Et là, tu as assez logiquement une pulsion de dire je vais le faire monter en échelle. Et donc, tu vas devoir commencer à avoir des réflexes plus tayloriens. C'est logique aussi. Mais attention, parce que quand tu changes d'échelle, tu es obligé de tout remettre sur la table. Et en même temps que tu fais du taylorien, qui est de dire, voilà, il faut que je scale, je fais de la scalabilité, ma formule telle que je l'ai déployée, qui marche bien là à Londres avec mes 10 clients, si je veux être dans 4 autres pays, il s'agirait qu'on fasse la même chose. Ce réflexe-là, il peut être toxique. Pourquoi? Parce que
rien ne dit, et l'histoire, si tu observes l'histoire des entrepreneurs qui ont réussi, rien ne dit que le truc qui a fonctionné à la première échelle, à la première étape, c'est le truc sur lequel ils vont devenir riches et célèbres. Rien ne le dit. Il y a des cas où c'est vrai et il y a des cas où c'est pas vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand tu regardes une aventure entrepreneuriale, tu peux avoir, mais c'est presque l'exception, que assez tôt, en fait, c'était ce truc-là, et puis après, ça a été tellurien, 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 tellurien. Mais en fait, souvent, la personne fait une première chose, ça lui permet d'avoir des revenus, et parce qu'elle fait cette première chose, on lui propose un deuxième truc, alors elle le fait, ça paraît un peu étrange, parce que tu dis, ah bah tiens, je vais aussi faire ça. Puis ça permet de faire un truc un peu plus gros, et puis tu rentres dans un autre business, et puis il y a de nouveaux economics. Et puis, on recommence une troisième ou quatrième fois. Et en fait, c'est à la cinquième itération que la boîte est un monstre qu'on ne reconnaît plus. Je vais donner un exemple. Tu prends une boîte comme Amazon. Au début, c'est un petit vendeur de livres qui avait vocation à devenir gros. Mais en fait, aujourd'hui, Amazon n'est pas un gros vendeur de livres. C'est des conneries. Amazon n'est pas un gros vendeur de livres. C'est pas ça. Décrire Amazon comme quelqu'un qui a déployé le modèle du gros vendeur de livres, ce serait une erreur fondamentale. C'est bien parce qu'il a été capable, à chaque fois, comme au casino, de remettre les jetons sur la table et de se dire, en fait, c'est quoi déjà notre truc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et en fait, ce qui a marché là, en fait, là, on a une nouvelle opportunité et il va falloir être capable, comme j'avais été capable de capturer la première opportunité avec autant d'ouverture d'esprit, donc le mot théorique, ça va être effectuation, de capturer la nouvelle opportunité qui m'est offerte parce que je suis à une échelle différente, face à des clients différents, à un moment différent, dans une demande client différente, et il faut que je l'entende. Parce que toi, tu te dis, tiens, je caricature ta pensée, évidemment, mais c'est juste te montrer quelle erreur tu peux faire. Si tu commences à dire, ouais, les mecs, là, dans le pays, vous faites exactement comme nous, on a toujours fait à Londres, tu es peut-être en train de louper le fait qu'ils ont un client vachement intéressant qui pose une question, effectivement, qui paraît une question con, mais cette question est intéressante parce que c'est peut-être ça qui ferait la boîte merveilleuse que tu aurais dans 15 ans. Donc, tu vas donc maintenant devoir, à tout bout de champ, naviguer le fait de dire je déploie, je fais du tellurien, j'essaie un petit peu de garder les moutons dans le rail, et en même temps d'être toujours très esprit de bazar, de dire il demande quoi le client déjà et pourquoi il demande ça? Ouais, c'est un peu chiant parce que on n'a pas la scalabilité que j'avais espérée, mais en même temps, c'est pas inintéressant. Et c'est une décision très difficile parce que en faisant ça, si tu le fais trop, et bien sûr, tu épuises ta boîte et tu exploites pas le truc que tu crois qui marche bien. Mais en ne faisant pas ces phases exploratoires, tu vas être scotché sur un business model qui est peut-être pas le modèle qui te rendra célèbre. Ok, donc pour être très clair, je vais récapituler ma longue discussion. À chaque changement de taille et à chaque changement de classe de produit ou de client, il faut être capable de faire de l'effectuation, de se dire en fait, moi, je suis un roi de le fit entre le produit et le marché, et au début, je ne sais pas obligatoirement ce qui va avoir lieu, et si je le sens bien, j'organise le clic. Donc là, tu as une petite boîte qui fait du contenu, de la présence marketing pour des PME. Tu peux tomber dans un pays, un client étrange qui te demande un drôle de truc, et finalement, en le capturant, ça te lance dans une nouvelle direction. Et c'est un nouvel économique, c'est tout. Et ça va être un économique sur lequel il va falloir que tu le débugs, etc. La manière, pourquoi les boîtes réussissent, c'est parce que non seulement elles font ces décalages latéraux, mais elles font une chose très intelligente, c'est qu'en plus, elles s'appuient sur ce qu'elles avaient fait la fois d'avant. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, je veux faire une boîte merveilleuse qui fait la lune, toi, tu dis, je fais une petite boîte qui fait ça, mais comme cette petite boîte fait ça, j'ai pu prendre ce genre de marché. Et puis après, j'ai pu faire ce genre de produit. Et parce que j'ai pu faire ce genre de produit, j'ai eu ce genre de client. Oui. Puis avec cette classe de clients, j'ai pu faire ça. Et quand on arrive à la 12e année, on ne reconnaît rien du tout. Mais quelqu'un pourrait dire, ah ouais, il est le leader de ce genre de logiciel. Tu ne peux pas le faire en trace directe. Tu peux le faire que par ce chaînage. Et dans ce chaînage, à chaque fois, il va y avoir le fait de s'appuyer sur mes revenus existants, le fait de maintenir la boîte vivante et même si possible de lui faire cracher plus, et en même temps de garder ton esprit d'opportunité dont tu as su faire preuve la première fois. Okay. Voilà, donc là, je suis en train de te faire travailler ta sophistication managériale.
c'est-à-dire de rendre ton organisation intelligente, par rapport au fait de dire, écoutez les gars, on doit cracher, on doit rendre les clients satisfaits, donc c'est à toi de décider les métriques qui font ta performance telle que tu la connais aujourd'hui. En même temps, on est une petite boîte, on ne sait pas comment ça va scaler, de 1 à 10, c'est différent, de 10 à 100, c'est différent, de 100 à 1000. On ne sait pas comment ça va se passer dans d'autres marchés, dans d'autres pays. On ne sait pas, dans le fond, si on doit rester sur un mix principalement service et aller vers du service hosté ou du service logiciel. On ne sait pas quel sera le mix du futur, et donc on doit rester des entrepreneurs, de vrais entrepreneurs. C'est-à-dire de dire, on fait des expériences. Donc moi, le concept important, qui est le concept central de l'entrepreneuriat, c'est vous êtes des machines à expérimenter. Et plus ta boîte est belle, plus ceci est vrai. C'est-à-dire que plus tu dois continuer à cracher de manière taylorienne, mais en même temps, tu dois garder dans ton modèle mental, celui de tes collaborateurs, ton modèle de reporting, ton modèle le fait de dire, en même temps, à la marge, et la marge devient de plus en plus grosse, parce que la boîte est de plus en plus grosse, c'est comme un ballon qui grossit, sa surface grossit, la marge devient toujours plus grosse. Ce que j'appelle la marge, c'est à la bordure de l'empire. À la bordure de l'empire, on est toujours en train de faire des expériences. Absolument. Donc, la chose intéressante pour toi dans les années qui viennent, ça va être d'organiser ça dans ton système de management, dans ta culture, dans ton reporting, etc. Et de faire les deux en même temps, ce qu'on va appeler l'ambidextrité. Donc, par exemple, je suis toujours en train de répondre au spectre de questions que tu m'as posé au début. Tu vas appliquer ça, par exemple, à la question du SaaS par rapport au service. Tu as démarré par des trucs plutôt manuels, je pense. Et très logiquement, si vous manipulez du code, du hosting et tout, c'est vrai que tu peux commencer à dire, en fait, ce code, je l'accumule et à force de l'accumuler, je peux le packager. Et c'est une vraie découverte pour les années du futur de savoir si ton équipe, ta capacité managériale dans ce marché-là, à ce moment-là, tout est, tu sais, ce qui se passe en 2020, c'est pas la même chose que ce qui se passait en l'an 2000, c'est pas la même chose qui se passera en l'an 2030. Donc, aujourd'hui, ton accumulation de code sur ta plateforme, sur tes assets digitaux, aujourd'hui dans ton marché, ça peut donner lieu à un décollage dans le logiciel ou dans le hosting, et donc des formes d'automatisation que tu ne connais pas encore, ou pas. Okay, bon, pour reprendre l'exemple qu'on a déjà manipulé tout à l'heure, qui est Amazon, Amazon fait ce décalage de manière tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que Amazon était en ligne, était un vendeur de livres, vendeur en ligne, et puis tout à coup, la part infrastructure informatique devient un business à part entière, mais là, avec un décalage hyper clair. Ils se mettent à faire AWS, c'est vraiment waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, tu vois que le contraste, le développement de la nouvelle activité peut être très très clair. Et c'est bien parce qu'ils avaient leur librairie en ligne qu'ils pouvaient développer cette infrastructure qu'ils vont commencer à vendre. Et ce business aujourd'hui a cette réputation, c'est ce qu'on raconte, qui est qu'Amazon fait de la marge principalement là-dessus. Ils font pas de marge en fait sur le e-commerce. Ils font de la marge sur l'infrastructure. Absolument. Alors, en fait, Mehdi, il faut que tu répètes ta phrase, je ne l'ai pas entendu. Absolument. Répète-le, je t'en prie. Non, je disais simplement absolument. Par rapport à l'histoire de la marge pour Amazon. Donc, pour employer une métaphore militaire, c'est un peu, maintenant, tu as un chef de guerre, tu as une réputation, tu as des armes, tu as des munitions, tu as des alliances, tu as des gens avec qui te traitent comme un souverain d'un tout petit empire. Maintenant, tu dois aller de l'avant et en permanence dire j'exécute, j'impose d'une certaine manière ma loi, et en même temps, je pars en permanence avec mes généraux en me disant les gars, où est-ce que vous sentez qu'il y a un beaucoup à faire? Parce que en fait, c'est pas du tout contradictoire. Et ton intelligence, ça va être d'être capable. Là, je passe beaucoup de temps à te parler de la manière que toi, tu dois parler à ton équipe pour qu'ils comprennent que ce sont bien ces deux objectifs et dans la contradiction de ces deux objectifs que réside le génie d'entrepreneur. L'entrepreneur qui scale, c'est-à-dire l'entrepreneur qui scale,
c'est pas parce qu'il avait une idée de génie, ah, il avait une idée de génie, wouh. C'est pas parce qu'il s'est déployé comme un tellurien, ça, si tu fais qu'un tellurien, en général, tu es scotché sur la première idée et ça va pas plus loin. C'est parce qu'il est capable très bien de dire, vous me tenez le terrain, ok, parce qu'on doit être en sécurité. Et en même temps, tiens, toi, explore-moi le flanc droit, là, explore-moi un petit peu, là, ramène-moi les infos. Comment ça se passe sur le flanc droit? Toi, explore-moi le flanc gauche, là, et dis-moi s'il n'y a pas un truc là. Et en même temps, vous me tenez le terrain au milieu. Et comme ça. Est-ce que ça te Absolument. parle? Est-ce que Ça me parle, non, non, entièrement, entièrement. Et et donc ta vraie compétence que tu dois développer en toi, mais toi tu es déjà bien formé, tu prends le temps de parler avec moi, mais surtout ça va se voir dans le fonctionnement de ton équipe. C'est est-ce que tu réussis à faire que ton équipe accepte cette tension? Euh, Parce que de loin, les choses sont toujours simples. C'est de loin, ah bah, tiens, il suffirait qu'on crache. Ouais, tout le monde sait faire cracher d'une certaine manière. C'est pas très compliqué de faire cracher. Mais en général, si tu fais juste cracher, tu restes à l'échelle là. Ou alors, ah, il suffit d'innover et de partir dans tous les sens. Ouais, ça aussi, tout le monde sait être créatif. Et vrai, c'est que quand tu es créatif, en général, tu te prends beaucoup de râteaux, tu n'es pas très rentable, tu es même en danger. Donc, ta boîte qui réussit, c'est un petit groupe social qui, culturellement, réussit à naviguer, à trouver une sorte de confort en faisant les deux en même temps. Et vraiment, voilà, je pense que beaucoup de boîtes, elles vont s'échouer sur ces deux bancs. C'est que tu vas avoir des gens qui vont s'arrêter à juste à exploiter la formule qui marche, fin d'histoire. Et elle va heurter son mur parce qu'en fait, chaque formule comment dire, d'un point de vue, on emploie les métaphores évolutionnistes et écologiques, on va considérer qu'il y a des niches hein, partout dans les systèmes. Il y a des niches. Il y a une niche pour les oiseaux, il y a une niche pour les poissons, il y a une niche pour les oiseaux qui chantent comme ci, il y a une niche pour les poissons, les papillons de nuit. C'est des niches écologiques. Une formule donnée, elle va remplir la niche. La niche peut être assez petite. Et après, oui, et après, il ne se passe plus rien. Si tu veux dire, moi, j'aimerais bien sortir de ma niche qui est due juste d'être un petit gars qui trime tout seul avec ses copains dans un sous-sol à Londres, probablement il faut trouver une autre niche plus grosse. Et là, en fait, il faut recommencer le travail. Mais sans tuer la première, parce que c'est bien parce que tu as la première niche que tu peux te permettre des expériences que les gamins en école ne peuvent pas faire, parce que les gamins en école, ils n'ont rien, ils ont juste Excel et PowerPoint, ce qui n'est pas intéressant. Tandis que toi, tu as des vrais clients, tu as du chiffre d'affaires, tu as des bécanes qui tournent, tu as des codeurs peut-être, tu as des ressources super. Donc maintenant, la question, c'est sur cette base-là, on recommence. Et en même temps, tu tiens la base vivante. Alors, troisième chose que je tirais de tes questions, et je tourne autour de ton problème, hein. Donc, tu as monté ta boîte tout seul. Pas de commentaires particuliers parce que de toute façon, dans les deux cas, c'est compliqué. Le fait d'être en équipe de fondateurs, de cofondateurs, ça a plein d'avantages, ça a plein d'inconvénients. Mon sujet de thèse portait oui. sur la diversité des équipes et la performance. Donc, je peux en parler. Il n'y a pas de bonne solution. Les gens qui disent il faut qu'on soit beaucoup et divers, ouais, bah, regardez les études, c'est plus compliqué que ça. Et moi, ma thèse disait en fait la diversité, le fait d'avoir comme ça une belle équipe bien riche, ça augmente la chance de succès, ça augmente aussi la chance d'échec. C'était exactement ce que disait mon sujet de thèse. En fait, ça faisait un effet d'explosion. Bon, donc le fait de démarrer seul ou en équipe, il n'y a pas obligatoirement de bonnes réponses. Donc toi, tu l'as démarré seul. Maintenant, tu as des gens autour de toi, quelle que soit la structure que tu fais. Sache que tant que tu vas être dans les services, tu vas avoir bon, le management, c'est difficile, mais ça va être encore plus dans les services. C'est-à-dire que si tu n'avais que du logiciel, tu pourrais dire, voilà, tu as des boîtes de logiciels où à 200 ou 300 personnes, ils peuvent avoir vraiment des très gros chiffres d'affaires en milliards. Tu ne feras pas des milliards en chiffre d'affaires en service à 200 personnes. Non. Ça ne le fera pas. Donc, tu as des problèmes de scalabilité qui sont complètement différents si tu es en service. Un des éléments de scalabilité en service, et je ne te dis pas qu'il faut que tu ailles plutôt vers l'une ou vers l'autre, ça c'est aussi la vie qui te dira où était la niche, et puis compris la niche qui te plaît, la niche qui plaît à tes clients et à l'opportunité de marché technique qu'il y a actuellement. Bon. Mais le service n'a pas la même scalabilité. Un des éléments qui joue dans la scalabilité des services, ça va être des coûts cachés qui vont être apportés, des coûts de management.
C'est-à-dire que les services, ça s'appuie sur une machine merveilleuse qui est l'humain, et pour faire marcher les humains, il faut d'autres humains. Et plus les humains gèrent les humains, plus il faut leur donner de la marge de manœuvre, il faut les laisser s'épanouir, entre autres, il faut les incentiver, mais ça, incentive psychologique, incentive financière. Donc, si tu restais une boîte de services purs, tu es passé de 1 à 10, bientôt, il va falloir que tu aies des bons managers qui incentivent bien, et puis bientôt, il va falloir que tu aies des gens avec qui pratiquement tu partages la fortune et la gestion. Parce que dans un truc où l'humain est tellement important, voilà, donc dans les boîtes de services, tu te retrouves avec des structures que l'on a, tu sais, les structures de partnership. Et donc, moi, j'ai un bon ami qui avait monté une boîte de services comme ça, et il m'a raconté, et j'ai vu comment sa boîte a cru au fil des années, lui est resté dans le service. Et il a une boîte de plus d'une centaine de personnes aujourd'hui, mais de 1 à 3, à 4, 5, là je parle des employés, c'était un franchissement de seuil. Après, à une douzaine, c'était un deuxième franchissement de seuil. Et puis d'une douzaine à une trentaine, c'était un autre franchissement de seuil, parce que pour une boîte de 30 personnes, il faut vraiment des structures managériales très particulières. Et si tu veux aller au-delà, il va falloir prendre des partenaires, c'est-à-dire commencer à partager la possession de la boîte, les incentives, les bénéfices. Donc, je t'incite à y réfléchir, parce que, voilà, mais parce que tu manipules le matériau. À un moment dans ta croissance, à un moment, tu peux dire, mais en fait, non, moi, je manipule plus le logiciel, donc j'ai moins besoin de mettre en place ce système de partnership. Mais néanmoins, hein, si tu fais une belle boîte de logiciels, de toute façon, partager, ça va être quelque chose. Donc, je t'en parle pas que je détecte que tu as un problème particulier, mais c'est parce qu'on sait que c'est un problème qui est très classique. Et je voudrais que tu y réfléchisses à l'avance. C'est un problème qui est tellement classique et tellement important que j'ai un collègue qui était prof à Harvard à l'époque quand il a développé toute cette pensée. Et maintenant, après, il est allé à, je sais plus, je crois, prof de la Yeshiva School, une école un peu confessionnelle à New York. Euh, et donc, ce monsieur s'appelle Noam Wasserman. Et Noam Wasserman avait tout un cours quand il était prof à Harvard. Il avait écrit un bouquin là-dessus. Et le thème du cours, c'était The Innovator Dilemma. Donc tout à l'heure, je t'ai parlé d'ambidextrité. Et là, lui, il parle de dilemme. Et le dilemme n'était pas celui de l'ambidextrité dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'était un autre dilemme. C'était est-ce que tu veux être riche ou est-ce que tu veux être en contrôle? Ouais. Et la difficulté que détectait Noam, et il faisait tout un cours. Donc là, on en parle, tu vois, tu te dis, waouh, c'est long, on en parle 10 minutes. Là, c'était 25 heures quand même. 25 heures que sur cette question. C'était à un moment pour l'entrepreneur, le fait d'être en contrôle a plein d'avantages, y compris psychiques. Mais le problème, c'est que ça commence à avoir de sacrés inconvénients au niveau de la croissance de la boîte, et y compris en termes de croissance, donc sur la possibilité de faire vraiment beaucoup d'argent. Et donc, l'entrepreneur doit être capable de lâcher le contrôle. Et tous ne sont pas D'ailleurs, prêts à il le y a un faire. très bon bouquin là-dessus. Tu penses à quoi? Lequel? Celui de Christensen, de Innovator's Dilemma. Il y a un très bon bouquin là-dessus que j'avais lu il y a très, très Ouais. longtemps. Alors, Christensen était le collègue de Wasserman à Harvard. Ils ont été collègues Ok, tous bon, les deux. voilà. Bon, Wasserman n'est plus à Harvard, il est parti et Christensen est mort. Mais ils ont été en overlap à Harvard. Wasserman, lui, vraiment allé sur la question de la psychologie de l'entrepreneur autour d'une question bête, en particulier sur les boîtes classiques de la Silicon Valley, qui est qu'à un moment, il va falloir perdre beaucoup de contrôle, non seulement par rapport à ses collaborateurs, mais aussi par rapport à des actionnaires extérieurs, etc. Et d'être clair qu'en fait, il n'y a pas obligatoirement de bonne réponse. C'est-à-dire que tu peux très bien à un moment dire ma boîte fait 30 personnes, je m'arrête à 30, ça va très bien. Je vais faire une boîte de 30 personnes sur laquelle je connais tout le monde, je connais le prénom de tous les enfants, de tous les employés, je connais tous mes clients et je ne m'emmène pas à prendre l'avion tous les jours. Et je gagne assez d'argent pour nourrir ma famille et faire les voyages que je veux. Point. Fin de l'histoire, ça s'arrête là. On n'a pas besoin d'avoir une boîte de 300 ou 3000 ou 30 000 et de me payer un infarctus. Il n'y a pas de bonne réponse. Parce que si tu veux aller au-delà de 30 ou 300, à un moment, des fois, tu es obligé de faire des levées de fonds. Je ne te le souhaite pas obligatoirement, ce n'est pas obligatoirement nécessaire. Mais c'est vrai que pour pas mal de boîtes de la Silicon Valley, étant donné les investissements qu'ils doivent faire sur leurs infrastructures, des fois, les boîtes ne crachent pas assez de cash pour faire ces choses-là. Et comme on est à peu près sûr que ça va croître, on peut de manière taylorienne dire, OK, on fait la levée de fonds. Mais par contre, tu es dilué, tu perds le contrôle. Et puis peut-être que cette boîte devient tellement grosse que tu n'as plus le profil psychologique. Et c'est pas un drame où tu n'as plus envie d'acquérir le profil psychologique pour gérer une boîte de 300 ou de 3000. Voilà.
Donc c'est intéressant pour toi. Je pense que le problème ne se pose pas actuellement quand tu es à 10. Mais néanmoins, la question va se poser si tu, par exemple, tu restes sur une petite boîte de service. Si tu veux croître ta petite boîte de service, il va falloir, à un moment, autour de 30, par exemple, d'avoir des gens qui sont de vrais partenaires. C'est-à-dire que tu les incentives sérieusement. Et Ok. là, je te recommande d'y avoir pensé, d'en avoir parlé avec des gens en disant, vous, quel a été votre parcours, combien de temps ça vous a pris, avec qui vous avez parlé, comment vous avez trouvé la personne. Ça peut prendre Ouais. 2-3 ans. Effectivement, ouais, non, c'est hyper intéressant. Le terreau de start-up ici est très fertile à Londres et ça, ce genre de discussions, ce sont des discussions que j'ai assez régulièrement avec eux. Euh, Typiquement pour la partie levée de fonds, ici, entre le moment où tu commences à scouter et à chercher des investisseurs au moment où tu as ta première term sheet, c'est en moyenne 6 mois, etc. Et on a, par exemple, quand tu veux monter aussi, ce que tu mentionnais tout à l'heure, Fabrice, une structure qui avec un certain nombre de managers, etc., une structure qui tourne, hein, ça c'est généralement 2 ans. Donc il y a beaucoup, et huilé, hein, au sens huilé du terme. Tu peux très bien recruter des gens au bout de 6 mois, etc., qui fassent le job, mais en moyenne, pour que le truc commence vraiment à être bien rodé, c'est généralement 2 ans. Ça, c'est ce que disent des personnes. J'ai vu des gens aussi créer des boîtes qui ont vraiment décollé. Moi, j'ai eu un monsieur qui a créé une boîte de consulting, donc service aussi 160, 180 personnes en 2-3 ans. C'est ici à Londres, c'est énorme. Et pareil, c'était quelqu'un ouais, qui a tout de suite su apporter les bonnes personnes pour l'appuyer, pour justement passer à ce modèle-là de croissance. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est hyper intéressant aussi sur la partie du profil psychologique, parce qu'effectivement, déjà, il y a un gap, hein, et je ne sais pas si enfin, si les étudiants ou quelle que soit la personne qui va voir cette vidéo, j'espère que ça va leur servir aussi parce qu'il y a quand même il y a quand même un gap. Déjà, il y a enfin, déjà en créant une boîte en dessous de 10 employés, il y a quand même 3 gaps. Le premier, c'est déjà de passer, si tu es des salariés, déjà à entrepreneur. Le premier, c'est de passer d'entrepreneur à une boîte qui tourne, donc d'idée de business à entreprise. Donc, Des est-ce qu'il y clients a et des quelqu'un employés. voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de mettre, qui veut mettre d'argent sur le service ou le produit que je vends. Et le troisième, c'est de pouvoir monter la structure. Donc, il y a vraiment 3 gaps et trois jumps différents. Et on n'est même pas encore aux horizons que tu évoquais il y a quelques instants, hein, ceux de 300, 3000 emplois. Et tu as raison, déjà, le profil psychologique, il y a un énorme travail à faire sur soi-même, déjà, sur ces éléments-là, parce que c'est vraiment pas facile au quotidien, surtout quand tu veux faire ces jumps-là. Alors, j'imagine effectivement, après, quand tu passes sur des, des structures différentes. Mais je le saurais trop et je le fais beaucoup et il risque d'être trop, mais je le saurais trop te prévenir contre la tentation de la levée de fonds. Hein. Je sais que c'est la mode, je sais qu'il y a beaucoup d'argent. C'est un des paradoxes, c'est que tout le monde se dit oh là là, il faut que je fasse des efforts pour lever les fonds, alors qu'en fait le truc c'est qu'il y a trop d'argent. Euh, dans ton cas, je trouve que tu es dans une situation qui est intéressante et c'est presque entre guillemets la situation de facilité que d'aller à la levée de fonds parce que il y a un moment où dès que ta boîte tourne un temps soit peu, tu vas avoir des mecs qui vont te proposer du fric et c'est peut-être même déjà eu lieu. Donc parce qu'il y a tellement d'argent. On a eu Euh, deux vraies demandes d'intérêt. On a eu donc je deux m'attends à voilà. ça. Je dis à mes élèves en permanence arrêtez de vous dire ah là 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 là, j'aimerais apprendre à séduire les entrepreneurs. Je dis mais vous n'avez pas à séduire les entrepreneurs. Vous devez apprendre à séduire vos employés et à séduire vos clients. C'est tout. Tout le reste c'est du flanc. Donc, trouvez-moi les employés et les clients et vous serez bon. Dans ton cas, pour parler, parce que tu es plus avancé, donc on va dépasser ce débat de degré zéro, il y a une question intéressante qui va se poser, c'est où est-ce que tu vas mettre le curseur. Là, tu veux faire de la diversification géographique, donc c'est un premier type de choix. Bon, il est assez classique, on ne va pas passer de temps dessus. Mais je trouve plus intéressant de réfléchir, de se dire de combien je veux mettre de la techno, c'est-à-dire de la techno sous forme de logiciel, de plateforme. Donc, en fait, c'est des ingénieurs qui ont fait du logiciel ou plateforme. Et ce truc-là est plus ou moins automatisé. À la fin, je suis prêt dans une boîte de logiciels ou une boîte de plateforme, versus je fais du travail customisé et toutes les nuances de gris entre les deux. Et c'est intéressant parce que moi, je trouve que c'est ça le truc qui est vraiment intéressant pour toi, c'est ce débat-là.
Et je ne voudrais pas que tu te prennes les pieds dans un autre débat. Plus tu vas t'approcher des investisseurs, plus tu vas te prendre les pieds dans un autre débat qui est que l'investisseur va faire de l'argent parce qu'il pense qu'il va faire de l'argent. Donc, il va dire, ah bah tiens, Mehdi, il fait ça, j'investis pour ça, vas-y, Mehdi, je te donne de l'argent, déploie ça. Le truc, c'est que tant que toi, tu es dans la situation actuelle où tu dis, moi, j'ai les clients, je fais les revenus, je fais de la marge, tu es libre de ton destin. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux rester plat, tu n'as pas besoin de croître. Tu peux littéralement changer d'industrie. Dès que tu auras les investisseurs, attention, attention. Parce qu'ils vont dire, ah là là, qu'est-ce que tu fais? Moi, je t'ai mis de l'argent pour qu'on fasse x10 de quoi que tu faisais avant. Et si tu leur dis, ouais, mais entre-temps, je viens d'aller au Brésil et je pense qu'il faut absolument qu'on fasse ça, ils vont dire, oh, c'est quoi ça? C'est une mauvaise blague, elle apparaît pratiquement dans toutes mes, elle apparaît maintenant dans pratiquement toutes mes vidéos, les gens vont se demander. Bien, je pense qu'il n'y a personne qui regarde toutes ces vidéos in extenso, donc ça va. Mais la mauvaise blague, c'est le pire que je te souhaite, c'est de lever des fonds. C'est vraiment le pire que je te souhaite. Parce que tu ne te rends pas compte la difficulté que tu vas avoir le jour où tu auras levé des fonds. Et je ne dis pas que c'est toujours une cata, mais c'est en moyenne pas très bon. Et il faut savoir que la plupart des boîtes avec des levées de fonds de toute façon meurent. Ce n'est absolument pas une sécurité. Donc moi, je mettrai toute mon intelligence que tu peux avoir à parler à tes employés, à parler à tes clients. On doit avoir un bon modèle, on doit avoir un truc qui satisfait nos employés, nos clients. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Mets en tout dans un truc. Et tu dois placer 120% de ton temps là-dedans. Et à piloter finement en se disant, je dois faire de la marge, je peux à la marge expérimenter. Quelqu'un va te dire, mais je vais te donner 1 million, tu vas pouvoir faire une grosse expérience. Le petit problème, c'est que le matin où tu signes, ton destin est lié, parce qu'en fait, lui, il a surtout donné le million parce que c'était ça qu'il voulait. Et toi, tu commences à cramer cet argent, peut-être en prenant des sous-traitants et tout, tu contrôles plus ton destin, tu n'es pas en train de construire ta structure avec intelligence. C'est dangereux. Je ne dis pas que ce qui se passe en Silicon Valley est toujours débile, mais c'est particulier. La plupart des boîtes de l'humanité ne croissent pas comme ça. Et même les boîtes de la Silicon Valley, on sous-estime de combien elles ont passé du temps à avoir de très bons employés et avoir une formule, avoir trouvé une formule qui marche bien. Et là, de dire à un VC, vous les rentrez très bien, vous restez marginal, je reste maître de mon destin, parce que moi, mon boulot, c'est de gérer correctement mon employé, mon client, mon employé, mon client. Et s'il faut qu'on change de business, on change de business. Donc, la capacité de Jeff Bezos à changer de business, elle est là parce que c'était une boîte qui marchait très, très bien, qu'il était capable de garder ses venture capitalistes à distance. Et voilà. Donc, et il y a d'autres boîtes qui ont fait semblant d'être introduits en bourse. Par exemple, je vais donner un exemple. Microsoft est en bourse, pas tellement qu'ils avaient besoin de faire lever de fonds. Ils crachaient du cash. C'est une boîte qui crachait du cash. Ils n'avaient pas besoin de lever des fonds. Beaucoup de boîtes n'ont pas besoin de lever des fonds parce qu'elles crachent du cash. Fin de l'histoire. Donc, ne nous perdons pas, ne te perds pas trop vite dans les méandres de la saison des amours, des levées de fonds à Canary Wharf. Très bien, message bien reçu. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je crois qu'on a fait une bonne session. Est-ce qu'il y aurait d'autres trucs que tu aurais évoqués ou pas, sur lesquels je peux peut-être dire quelque chose? De mon côté, je n'ai rien en tête en ce moment. Je ne sais pas si tu voulais avoir peut-être le mot de la fin ou est-ce que tu avais une autre question ou un autre point, un autre angle que tu voulais évoquer avec moi, Fabrice? Non, j'ai déroulé une logique que je voulais dérouler. Je crois que je n'ai pas loupé. On peut arrêter à avoir fait une session courte. Rien n'empêche qu'après que tu l'aies digéré, qu'on l'aura eu en ligne, enfin bon, de toute façon, il y a peu de gens qui regardent, c'est pour le plaisir. On peut, dans quelques semaines, quelques mois, refaire une passe si ces choses-là ont décanté et que tu penses que on peut avoir de nouveau une discussion là-dessus et que ça peut apporter quelque chose. On peut se faire une deuxième session. Voilà, donc il n'y a pas d'angoisse à avoir. Alors, je vais te laisser dire un mot, mais tu as été coupé. Merci. Mais Mehdi, tu as été coupé, donc je vais essayer de te laisser dire un mot que l'on entend de mon côté pour qu'au moins tu sois enregistré. Donc je te laisse redire, mais tu as été coupé pendant au moins 30-40 secondes. Pas de souci. Non, je voulais simplement te remercier et avec grand plaisir pour effectivement refaire une passe ensemble. Je voulais
essentiellement te remercier pour la session de cette content que tu as pris pour m'expliquer un certain nombre de choses et challenger un certain nombre d'idées qu'on a aujourd'hui. Et j'ai hâte aussi de te montrer un peu les différents je te mettrai dans la boucle via notre newsletter, comme ça tu pourras avoir des petites news, des nuggets chaque mois. Et bien évidemment en contact, mais avec grand plaisir pour refaire une session dans quelques mois, d'autant plus qu'on aura probablement on aura les prémices de développement, donc le fameux dashboard, qu'on pourra déjà commencer effectivement à tester avec un certain nombre de clients. On est aujourd'hui en train de débattre, est-ce que effectivement la branche, dans le modèle de ce que tu m'as dit tout à l'heure, casino, all-in, on remet tout sur le tapis, est-ce que effectivement fait sens, ou est-ce que développer une solution qui puisse aussi être vendue pour les enterprises, ça fait également sens, parce que du coup, effectivement, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée pour avoir aussi un certain nombre de streams de revenus supplémentaires à l'activité qu'on a aujourd'hui. Mais avec grand plaisir pour refaire une passe dans quelques semaines ou quelques mois, et on parlera un peu plus de ce volet-là qui sera un peu plus défriché. Bien, je te remercie beaucoup. Je te souhaite beaucoup de chance avec tes collaborateurs et tes clients, parce que c'est ça qui va être intéressant, en espérant que ça t'a aidé à organiser ce dialogue. Bonne chance pour tes contrats, etc. Et j'espère en quelques mois. Et j'espère à très vite. Merci beaucoup, Fabrice.